Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Vous comprenez encore que nous sommes dans un cadre particulier parce que justement, nous venons de la conférence organisée par l'Institut des auditeurs internes du Congo, IA Congo, conférence au cours de laquelle M. Dieudonné Bifumano, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous avez fait un exposé intéressant autour d'ailleurs du sujet que nous avons essayé de flairer l'autre fois, la maîtrise de risque et la transparence dans la gestion. C'est vraiment un sujet qui vous intéresse énormément, mais aussi qui pour vous passe pour l'une des techniques qui peut aider à relever la façon de gérer au Congo aujourd'hui. Mais déjà, je voudrais commencer par l'anecdote que vous avez donnée, citant une entreprise publique dans les recouvrements, avant de faire les recouvrements de ses factures, commence par crier et pourtant elle a la possibilité de retrouver tous ses clients à travers un fichier qu'il a parce qu'on ne peut pas être abonné de la régie des eaux notamment sans être client listé et documenté. Alors en donnant cet exemple, vous disiez que déjà c'est une sorte de manque d'organisation dans cette structure. Comment vous justifiez cela? Oui, c'est-à-dire le thème qui est proposé par l'Institut des auditeurs internes, c'est un terme qui concerne la transparence. Il y a l'audit et transparence. Et on ne sait pas parler de l'audit selon les normes actuelles sans parler de la maîtrise des risques. Parce que la maîtrise des risques vous oblige à bien organiser l'institution ou la société. Comme ça, l'audit interne vient seulement contrôler si le contrôle interne, c'est-à-dire la maîtrise des risques est bien en place dans la structure. Alors, mais quand on constate dans la vie quotidienne quelque chose qui semble déranger une oreille d'un auditeur, donc on ne peut que se poser des questions si dans cette entreprise, dans ce service-là, ils font de la maîtrise des risques. Or, le constat est désagréable pour notre pays. Aucun service de l'État ni entreprise publique ne fait ça. Donc, on est bien organisé, très bien organisé. Elle n'existe pas et aucun service ne le fait. Donc, raison pour laquelle, pour justifier cette inexistence de la maîtrise des risques, j'ai pris ce cas-là, un petit cas. Mais pour un auditeur, c'est un grand cas. Les jeunes gens qui passent dans la rue vers 5h, 6h, venez payer vos factures. C'est un petit acte. Mais, analysé sous l'angle d'un auditeur interne, on se rend compte que la maison-là ne possède pas une telle organisation, sinon elle aurait pris des dispositions appropriées pour éviter de tels comportements. Et si l'entreprise était bien organisée, elle allait seulement dire « Monsieur tel n'a pas payé sa facture ». Et on irait tout droit chez ce monsieur-là. Donc c'est un exemple qu'on a donné pour que les gens comprennent l'inexistence des concepts de maîtrise des risques dans nos entreprises et nos services publics. Et selon vous, ça c'est un petit exemple, mais il y en a tant d'autres qui démontrent réellement que nous ne connaissons pas encore gérer les risques qui peuvent venir dans notre façon de gérer, notamment les services publics. Vous étiez en face des auditeurs internes, et aussi des auditeurs de profession qui sont peut-être aussi dans des cabinets d'audit de plusieurs entreprises privées et publiques, mais aussi des services publics dans notre pays. Et lorsque vous sentez dans leur façon de vous poser des questions, est-ce que vous comprenez que réellement, ils sont prêts à apprendre les nouvelles techniques que vous amenez pour améliorer leur façon de travailler, par exemple, déjà? Oui, c'est-à-dire l'intérêt est là. Que ce soit de la part des auditeurs internes, vous avez vu vous-même l'auditoire, c'est un auditoire de connaisseurs, ce n'est pas un auditoire de débutants, mais un auditoire de connaisseurs. Donc, ils savent que pour favoriser la bonne gouvernance, pour favoriser la transparence, on a besoin de quelques outils. Heureusement, avant moi, il y a un orateur qui a parlé de la transparence dans la gestion, un connaisseur aussi, M. Nzaïlo, ce n'est pas un débutant dans les domaines, c'est un spécialiste, c'est parmi les spécialistes auditeurs internes que nous avons ici au pays. Et quand il est intervenu, il a donné des orientations globales
que non, il faut une transparence qui partirait de ça. Mais nous, on a répondu à la question avec précision. Vous voulez la transparence dans une société ou dans un service? Oui. OK. Remède, maîtrise des risques. C'est clair. Donc vous voulez avoir la transparence dans votre entreprise ou institution? Vous voulez avoir la bonne gouvernance? Il n'y a pas de problème. Allez à l'école de la maîtrise des risques, vous aurez la solution. Alors cette école de maîtrise de risque telle que vous l'avez expliqué, vous démontrez clairement qu'il faut partir, c'est vrai, d'un état des lieux, mais aussi des objectifs qui sont beaucoup plus clairs pour identifier les problèmes et apporter des solutions. Alors, comment vous expliquez cela? Oui, c'est-à-dire le travail initial que tout le monde peut faire, parce que c'est tout le monde qui vit la réalité, c'est l'état des lieux. Ce qu'on appelle en termes techniques l'environnement de contrôle. L'état des lieux, c'est là où vous êtes, là où vous évoluez. Maintenant, dites simplement, là où vous évoluez, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Quel est l'état des lieux? Ça, c'est tout le monde qui peut faire ça. Et à partir de cet état des lieux, maintenant, vous vous posez la question sur les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Ça, c'est un travail intellectuel. Il faut une analyse. Ce n'est pas n'importe qui fait qui peut définir les objectifs. Oui. Il faut une analyse. Maintenant, quand vous avez fait ça, donc, c'est un engrenage. Vous avez fait l'état des lieux. OK. On vous demande quels sont vos objectifs. Maintenant que vous avez vu votre état des lieux, vous avez vu votre misère, vous avez vu votre désordre, tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez rien, allez vous cacher sous le lit. Mais si vous voulez quelque chose, dites-le. Et vous dites, moi je voudrais organiser très bien mon service, que le fonctionnement du service soit correct. OK. Maintenant on entre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où on commence la réflexion. Vous avez donné vos objectifs précis. Maintenant, la question, on ne doit pas poser la question en fonction des moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Non, non, ce n'est pas ça la question. Quels sont, parce que vous voulez atteindre un objectif, mais quels sont les empêchements que vous pouvez avoir pour ne pas atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? C'est-à-dire, quels risques ou quels sont les événements qu'on appelle négatifs, qu'on appelle les risques, qui peuvent vous empêcher d'atteindre cet objectif? C'est-à-dire, dans la maîtrise de risque, on minimise les moyens dans la recherche de solutions? Le moyen est un élément d'analyse. C'est un risque aussi. Manquer de moyens. Donc, c'est un élément des risques. Un élément. Quand on va commencer maintenant à faire la cartographie des risques. C'est un élément dans le risque. C'est un élément dans cette cartographie. Parce que les gens peuvent avoir beaucoup d'argent. Et ça ne sera pas un élément dans leur cartographie. Mais si vous n'avez pas d'argent, ça devient un élément de votre cartographie. Donc, c'est quand vous allez dire, ce qui peut m'empêcher, je n'ai pas de véhicule. Ce qui peut m'empêcher, je n'ai pas d'argent. Là, l'argent devient une préoccupation. Là, on va vous poser la question, comment faire pour avoir cet argent-là? Donc, c'est une logique tout simplement implacable et qui vous amène à l'obtention des résultats que vous escomptez. Donc, vous définissez les objectifs, vous faites la cartographie des risques, de tous les événements qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. Cette cartographie, c'est ce qu'on appelle identification et évaluation. Et puis après, maintenant, vous commencez à chercher des solutions pour éviter ces risques-là et être sûr d'atteindre les résultats. Alors, je voudrais peut-être, pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre vos idées, revenir dans la salle, essayer de suivre une partie de votre conférence pendant quelques minutes, et puis on va revenir et continuer avec des questions. Dans cette discussion, il y a d'autres éléments à côté pour compléter les choses. Entre les fiches de poste, l'organigramme fonctionnel. Les fiches de poste, c'est là où on précise individuellement, d'une façon nommée. Parce que le job, c'est un texte personnel. Mais la fiche de poste devient un document personnel. Il y a votre photo. Vous signez. Où on vous indique ce que vous devez faire. Donc, chaque matin, quand vous venez au bureau,
Et vous-même, vous arrangez, au moins, on sait ce que vous devez faire. Là, au moins, vous n'avez plus d'échappatoire pour dire, ah, ça, je ne savais pas. Ça, c'est la fiche de poste qui vient compléter le job description. Et quand on a tout ça, donc, vous savez comment est-ce que vous devez faire, mais vous devez aussi savoir comment le faire. Et on peut vous indiquer comment faire ça. Ce n'est pas à vous d'inventer ce que vous devez faire, mais les services, il y a un document qui précise ce que vous devez faire. Et ce document, c'est la fiche de procédure. Pas que ça dans les procédures, ça n'est pas de l'appellation, mais c'est un document qui décrit avec les attributs comment il faut faire ceci. S'il faut apposer un chose, ceci, comment il faut faire ça. Même une secrétaire doit réceptionner le document. Comment il peut réceptionner pour éviter des problèmes à l'avenir. Il doit marquer, il doit poser ses cachets, il doit dater, il doit signer, il doit se faire. Ça va être la fiche de procédure pour répondre à la question comment. Quand vous avez le document, maintenant, la diffusion à l'interne de l'information précise, comme on l'a dit, la communication de l'information doit circuler. Et toute personne au service doit être informée de la manière, de ce qu'il doit faire et de la manière qu'il doit faire ça. Et puis, il faut qu'il y ait aussi un système qui permet d'identifier et analyser les principaux risques en fonction des objectifs de l'entreprise ou du service. Parce que quand les choses, quand le fonctionnement est en train d'évoluer, les risques peuvent aussi naître, les niveaux peuvent naître. Il faut toujours qu'il y ait ce système-là pour mettre en place, disons, un mécanisme d'alerter l'autorité qu'il y a un risque qui est visible et qu'il y a un risque qu'il faut corriger et comment il faut le gérer. Donc il faut qu'il y ait au sein du service un système qui joue ce rôle. Et les procédures de contrôle en fonction des processus est créée de manière à réduire les risques qui pourraient empêcher la réalisation de ces activités. Effectivement, comme je dis, un dispositif au jour le jour qui continue pour vous alerter qu'il y a un tel événement qui peut vous empêcher d'atteindre le résultat. Ça, c'est la maîtrise des risques. La maîtrise des risques vous oblige à faire une démarche intellectuelle et quand M. Moukine me parle des postulats fondamentaux, voilà ce qui devrait être un des postulats fondamentaux de nos entreprises. Cette culture de la maîtrise des risques. Ça devrait être un postulat fondamental parce que ça vous permet de bien réfléchir à tous les niveaux et appuyé par le contrôle interne comme moyen de préciser les attributions des aides de l'autre. Dans plusieurs services, celui de l'État, nous avons fait des enquêtes ou des contrôles de fonction. Vous arrivez au départ à vous poser la question qu'est-ce que vous faites? Mais ce qui vous donne comme réponse, c'est malheureux. C'est la réalité. Donc, très peu de personnes connaissent les attributions et surtout comment il faut les faire. Très peu. Or, quand tout le monde sait ce qu'il doit faire, et puis, dans cette description des tâches, dans le contrôle interne, on sait qui va faire tel contrôle. Par exemple, moi je suis à tel niveau, mon voisin peut me contrôler parce qu'il y a une passerelle qui peut être créée pour qu'il me contrôle. Moi-même, je dois m'auto-contrôler. Il y a des passerelles pour que je m'auto-contrôle. Et mon voisin, c'est le contrôle horizontal peut être déjà formalisé et maintenant c'est le contrôle vertical. Donc, les contrôles internes donnent toutes les précisions à tous les niveaux. Maintenant, nous avons la transparence. Pourquoi la transparence? Dans le domaine des institutions ou des entreprises, la transparence permet à chaque collaborateur d'avoir accès à toutes les informations stratégiques concernant l'entreprise, et cela quel que soit le niveau de l'entreprise. Elle permet à tous les collaborateurs d'être plus agiles, de travailler de manière autonome, de
d'obtenir de meilleurs résultats et d'atteindre leurs objectifs plus rapidement, car ils disposent de toutes les informations nécessaires pour y parvenir. Elle permet aussi de faciliter les échanges entre les membres de l'équipe et de résoudre les problèmes plus rapidement. Elle permet également d'instaurer plus de confiance envers le management et ainsi d'avoir un impact direct sur le bien-être au travail et les performances. Donc, à l'entreprise, être transparent signifie communiquer ouvertement et honnêtement avec les membres de son équipe et mettre en place une culture où l'information peut circuler librement entre les personnes et les groupes de travail. Pour cette communication, il faudrait impliquer toutes les couches de votre organisation de manière à ce que personne ne se sente mise à l'écart et à éviter les rumeurs. Quand les forces circulent là, vous donnez aussi la possibilité aux rumeurs de faire leur travail. Veillez pour qu'ils se fassent dans les deux sens. Donc, dans le sommet vers la base et de la base vers le sommet. Et puis, assurer ce sommet. C'est-à-dire, le management, le manager, doit avoir sur les effets de faire le suivi. Comme on l'a dit, les contrôles internes, le suivi peut être personnel, vous pouvez faire votre suivi horizontal comme vertical. Maintenant, quel est le lien entre les conseils? Donc, quel que est le risque, ça vous permet de bien organiser les services. Et quand vous avez bien organisé les services, c'est que nous sommes maintenant dans la transparence coercitive. Parce qu'organiser les services, ce n'est pas d'une façon ex nihilo, vous devez partir des textes. Et cette organisation doit être formalisée à travers les textes. Quand c'est un texte qui exige un décret, donc le Premier ministre doit signer des déclarations. Si c'est l'ordonnance, c'est le chef de l'État. Si c'est un arrêté, c'est le ministre. Et si c'est une autre service, c'est le responsable du service. Donc, tous les textes doivent être pris d'une façon personnelle et obligatoire. L'organisation efficace, dans le sens de la maîtrise des risques, ne doit pas être. Nous avons connu, par exemple, le contrôle CADAT, comme on était par les Français CADAT. Mais quand ils viennent, ils posent des questions. Oui, ça, nous faisons ça. Vous faites ça. Oui, ça, c'est bien. Mais, où est le document qui nous prouve qu'il faut faire ça? Où est le texte qui confirme, qui formalise les menaces? Oh non, c'est-à-dire tout le monde a. Dans ce cas, pour eux, c'est zéro. Donc, vous pouvez avoir une bonne idée, mais tant qu'elle n'est pas formalisée, donc c'est inutile. Parce que quelqu'un peut se justifier de dire que ça peut passer. Donc, il faut qu'il y ait des textes à tous les niveaux pour que les services puissent fonctionner correctement. Et quand le texte est bien pris, en tenant compte de la réalité de l'environnement, parce que vous n'avez pas exigé des textes à d'autres pays qui sont valables pour la France pour venir les imposer. On a connu beaucoup de cas pour faire des réformes. Il y a même une réunion de l'Union européenne, on voit des gens, on est posé une petite question, mais vous voulez supprimer la douane pour que les fonds, sont les revenus ratés au niveau de la douane soient récupérés en interne. Ah bon? Mais c'est joli comme chez vous, c'est valable. Mais chez nous, est-ce que vous savez que moins de 100 contribuables, par exemple, c'est posé la PJ, moins de 100 contribuables, vous payez 80% des recettes nationales. Il pose le dit, est-ce que c'est plus long? Moins de 100 personnes payent plus de 80% des recettes. C'est tout à fait normal parce que dans les entreprises, cette réalité qui est chez nous, maintenant vous allez bloquer la douane pour ne pas recevoir les droits d'intérêt. Et dans le but de récupérer ça en interne, une équipe venue de l'Union européenne pour
paramètres. C'est comme quand nous allons accéder aux internationaux, les crédits, tout ça. Il suffit de dire, chez nous, l'accord de vérification existe. Tout le monde sait c'est vrai. L'accord de vérification fiscale, vous la faites encore. Et c'est bon que vous dites. On dit, mais vous moquez de nous. Parce que c'est une réalité. Vous, avant que vous avez terminé, vous savez, la culture fiscale, eh bien, vous plantez. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Si une information a échappé au premier degré, mais elle peut échapper d'une façon normale ou honnête, comme aussi elle peut échapper d'une façon frauduleuse. Et comme nous avons beaucoup de délinquants fiscaux chez nous, délinquants fiscaux chez nous, essayez de nous récupérer ce qui n'a pas été déclaré au premier degré. Donc c'est une réalité. On ne fait pas avec la chicote. Et faites ceci, faites cela. On présente simplement des tests. Désormais, voici les tests. Voici ce que vous devez faire. D'une façon calme. On ne vous oblige pas. Vous devez faire ceci, cela. On affiche désormais, voilà ce que tel doit faire. Et vous, maintenant, vous devez vous conformer à ces travaux. Raison pour laquelle, moi j'ai toujours appelé ça une révolution aromatisée. De la même façon que j'appelle, nous avons des appareils, chacun son appareil ici. Mais qui vous a obligé d'avoir des appareils? C'est vous-même. Il y avait des types d'appareils, demain, un modèle sort, vous-même vous dites, bon, j'abandonne ce modèle, je prends ce. C'est vous-même. Parce que c'est très important. Donc, ici, c'est la même chose. Et personne n'est pas obligé, vous-même, comme je vous dis. Maintenant, ici, il y a la maîtrise de risque. Il suffit de mettre le texte, l'agent ou le lecteur s'oblige lui-même à distribuer ce même texte. Parce qu'il a signé une fiche de procédure où on lui a demandé ce qu'il doit faire. Il ne peut faire que ça. Donc, la transparence, effectivement, ne peut découler de la maîtrise de risque, ou devrait découler de la maîtrise de risque. Maintenant, la question finale, ça c'est le commentaire qui ne sont pas dans les documents, mais le plus important maintenant est de savoir, dans notre pays, combien de services ou d'entreprises qui se sont lancés dans cette démarche de la maîtrise de risque, telle que nous avons défini ça, ici cette démarche. Je n'ai pas connaissance de l'évolution de toutes les entreprises, mais en ce qui concerne les entreprises publiques ou les services publics, j'ai confiance de dire que zéro. Entreprises publiques et services publics. Pourquoi? Donc, même là où vous êtes. C'est ce que je dis. Là où nous sommes, c'est la démarche a déjà commencé. C'est ça l'avantage. Mais si nous nous permettons d'en parler avec les autres, c'est parce que le service a voulu avoir des spécialistes dans ce domaine et on a développé cette spécialisation. C'est déjà un pas. Au moins, du point de vue du noyau, là où nous sommes, c'est un noyau sûr et bien fondé. Et c'est ce que nous disons toujours aux autres. Parce qu'on ne peut pas être les seuls. Et pour avoir une interprétation, nous devons d'abord aller à l'éducation. Non. Nous devons être nombreux au pays. Nous incitons les autres services et les autres entreprises d'envoyer aussi des gens en spécialisation. Comme ça, quand nous sommes nombreux au pays, nous pouvons facilement renforcer justement cette transparence positive. En faisant prendre les bonnes lois, en faisant les bonnes propositions. Mais si vous êtes seul, notre voix ne porte pas encore très loin. Mais si vous êtes nombreux, ça coûte cher, bien sûr, parce qu'on voyait déjà 2 mois. Chaque jour, il faut les payer, mais c'est un sacrifice qu'il arrive de faire. Et vous, comme vous êtes la cause d'entreprise, si vous n'avez pas une telle démarche, sollicitez-vous pour vous envoyer cette spécification. Ne voulez pas, il ne faut pas avoir confiance à celles de nous qui sommes formés, mais nous souhaitons qu'ils aillent être formés, comme ça nous sommes nombreux, et quand nous sommes nombreux, même les esprits de cœur et les pensées. Voilà, nous revenons sur ce plateau, M. Bifoumanou Dieudonné,
qui est chercheur et expert dans le domaine notamment de la maîtrise des risques et la transparence dans la gestion. C'est justement le sujet que vous avez exposé. Nous venons bien de suivre là l'extrait de votre conférence. Est-ce qu'on peut comprendre que la maîtrise des risques, c'est aussi une solution à de nombreux problèmes que nous avons dans notre pays, notamment dans le domaine particulier de l'administration publique? Oui, cette démarche, c'est la nouvelle démarche. Si on l'appelle nouvelle, parce qu'il y a une vieille que je qualifie, moi, pas tout le monde, que moi je qualifie de vieille démarche. Une démarche dépassée, inopportune, inadaptée, et qui nous donne toujours des résultats, c'est-à-dire qui ne nous aide pas à réussir dans ce que nous voulons. Donc, la démarche qui consiste à faire l'état des lieux, deuxième étape, recherche des causes, et troisième étape, recherche de pistes de solutions, cette démarche-là est dépassée. Parce qu'elle ne vous donne pas justement la possibilité de maîtriser tous les aspects qui vont vous aider à résoudre les problèmes. Mais par contre, la deuxième démarche que je trouve actuelle, c'est celle qui, après avoir fait le diagnostic, l'état des lieux, vous pose la question, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Or, dire ce que vous voulez, il n'y a que vous qui pouvez dire ça. Quelqu'un qui ne vous connaît pas très bien ne peut pas dire ça. Mais comme c'est vous-même qui vous connaissez très bien, vous avez la possibilité de dire, oui, nous voilà ce que nous voulons. Maintenant, quand vous avez dit ce que vous voulez, c'est-à-dire vous avez fixé les objectifs. Et c'est la démarche toujours qui vous entraîne à vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre les objectifs? Et c'est dans cette logique, ou dans cette démarche, que vous verrez si l'élément que vous soulevez ou qu'on appréhende d'une façon empirique est réellement un risque. C'est la démarche qui vous donne ça. Parce que vous allez faire la cartographie des risques, tous les risques qui peuvent vous empêcher d'atteindre les résultats seront identifiés. Vous allez les évaluer et chercher des solutions pour ces risques-là. Donc, les risques, plutôt la démarche, elle est une démarche que nous considérons moderne parce qu'elle vous aide à trouver les solutions, les bonnes solutions adaptées à vous-même, quelles que soient les circonstances. Alors, vous parlez des bonnes solutions, mais parmi ces solutions, vous avez également parlé des personnes, des profils qu'il faut pour faire tourner cette machine. Et vous considérez également que dans notre pays, nous avons encore du mal à mettre des personnes qu'il faut à des places qu'il faut, ou sinon de définir les tâches des employés que nous voulons bien voir productifs dans leur façon de travailler. Oui, sur le plan de la technicité, nous avons beaucoup d'intellectuels dans notre pays, on ne peut pas les nier, mais qui ne sont pas des spécialistes dans cette démarche. Ceux qui sont spécialistes dans cette démarche, ils sont très peu, malheureusement pour le moment. C'est ainsi que nous avons demandé dans la salle qu'il y ait des gens qui peuvent suivre cette formation, que les entreprises puissent envoyer des gens pour aller se spécialiser. Et ce n'est pas compliqué, c'est moins de 2 mois, en 2 mois, 3 mois, vous avez cette spécialisation-là. Et vous verrez que si chaque entreprise a ne fût-ce que 5 spécialistes dans ce domaine, ça sera beaucoup. On peut très bien évoluer plus rapidement. Oui, mais vous avez parlé aussi des ressources humaines qui doivent être adaptées à cette nouvelle vision, à cette nouvelle façon de fonctionner dans les services. Oui, raison pour laquelle on doit tout simplement pousser nos autorités et nos décideurs à avoir, disons, à pousser beaucoup de personnes à devenir spécialistes. Donc, là, je crois que c'est un problème de politique, peut-être pas générale, mais sectorielle. Chaque secteur peut avoir sa politique pour mieux orienter les personnes qui peuvent devenir des spécialistes dans ce domaine. Vous avez présenté alors une difficulté liée notamment au cadre juridique, c'est-à-dire une organisation qui viendrait d'une impulsion donnée au niveau de la haute hiérarchie, s'il faut parler dans le domaine de l'administration publique par exemple. Vous avez parlé des arrêtés ou bien des décrets, même d'une ordonnance qui pourrait aider les services de l'État par exemple à installer
ces services. Est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas partir seulement d'une simple conscientisation, mais qu'il faudrait des lois ou sinon des décisions qui viendraient d'une haute hiérarchie? Oui, c'est-à-dire au départ, c'est la prise de conscience. Est-ce que c'est nécessaire qu'on mette ça dans nos entreprises ou dans nos services? Or, jusque-là, cette prise de conscience est déjà démontrée que c'est nécessaire. Maintenant, l'étape suivante, c'est la prise de texte. Parce qu'un DG ou un DG ne peut pas se permettre de signer des documents comme ça. Ça doit suivre une certaine formalisation. C'est dans la formalisation qu'on détermine, ce texte doit être pris par un chef de l'État. Là, on envoie au chef de l'État, par un Premier ministre ou ministre, ainsi de suite. Donc, cette réglementation est quand même indispensable pour qu'il y ait une certaine formalisation adaptée à la réalité des choses, c'est-à-dire une formalisation qui découle des textes pour éviter justement un désordre. On veut mettre de l'ordre, mais pour mettre de l'ordre, il faut prévoir des textes appropriés. Et pour vous, les textes qui créent, par exemple, ces différents services-là ne sont pas suffisants? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore, malheureusement. Non, je parle il y a les services de l'administration ou bien des services publics, des entreprises publiques. Les textes qui les créent ne suffisent pas. Il faut ajouter un autre texte ou sinon d'autres décisions qui viendraient renforcer ceux qui existaient avant. Oui, parce que c'est une nouvelle dimension que vous donnez au service. Vous allez à la DGDA, la DGI, ça n'existe pas. Même dans les autres entreprises, ça n'existe pas. Il faut créer, c'est-à-dire vous créez une nouvelle direction. Or, la création d'une nouvelle direction, d'un nouveau service, ce n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il y a une autorité appropriée qui doit prendre cette décision. Alors, mais malheureusement, dans nos entreprises, ce service n'existe pas encore. Donc, il y a prise de conscience. Peut-être d'ici quelques années ou quelques mois, nous aurons ces services qui vont commencer à exister dans plusieurs services et entreprises. Alors, vous avez parlé de la transparence dans la gestion aussi. Cette transparence, nous la voulons bien aussi dans notre pays et dans tous les domaines possibles et surtout dans le domaine de l'administration publique. Comment l'État pourrait faire pour, par exemple, bloquer les détournements, les fraudes fiscales? Est-ce que c'est possible que l'État puisse s'outiller avec les nouvelles techniques telles que vous venez de les énumérer ici afin de s'éviter de tels drames? Oui, l'État est capable parce que c'est l'État qui donne les orientations. Il suffit qu'on signe les textes en question. Les autres vont appliquer. Le gouvernant ou l'autorité qui a signé le texte n'a pas intérêt à ce qu'il signe un texte et que ce texte soit mis dans le placard. Il souhaiterait que les textes mis en place puissent servir. Maintenant, comme ça n'existe pas, aucun service ne peut le faire. Mais quand ça va exister, je crois que tout le monde sera au four et au moulin pour faire ça, pour agir. Vous avez fait l'unanimité dans la salle parce que quand vous voyez comment est-ce que tout le monde était attentionné à vous suivre, vous sentez réellement que les gens ont besoin de ça dans leur profession, dans leur carrière, pour notamment aider leurs entreprises. Oui, c'est un besoin. Et comme c'est prouvé, tout le monde a prouvé ça à travers le monde, que quand vous appliquez ça, vous avez un résultat positif. Vous améliorez le fonctionnement de vos services. Mais tout le monde ne peut que rechercher ça. Donc, c'est lui qui viendrait contre la démarche de la maîtrise des risques. C'est comme si une secrétaire qui refuse d'utiliser l'ordinateur au profit de la machine mécanique, la vieille machine mécanique. Ou quelqu'un qui souhaiterait marcher à pied au lieu de prendre un véhicule. Il doit faire un long parcours, mais il préfère marcher à pied. Vous lui dites, mais non, prends les transports, parce que là-bas, vous êtes, oh non, j'ai peur du véhicule, je vais à pied. Ça, c'est un homme dépassé. Donc, le fait de ne pas parler de la maîtrise des risques fait de nous des personnes dépassées, c'est-à-dire qui ne sont pas à la page. Alors, vous avez fait de longues distances, vous êtes allé outre-Atlantique pour apprendre ça. Des millions de Congolais voudraient aussi bénéficier de cette expertise. Est-ce qu'ils doivent aussi faire des voyages et beaucoup de mois pour aller apprendre ça? Ou bien, à votre niveau, au niveau aussi de l'IA, on peut bénéficier de cette technicité, de cette formation pour aider les entreprises
et publics, mais aussi bien les privés. On peut faire ça, la technicité est déjà là. Mais les gens sont toujours... Quand on étudie notre société, on se rend compte que notre société est plus enclin à accepter ce qui vient de l'extérieur, de l'Europe, plutôt que ce qui sort de chez soi. Alors, comme nous sommes ici, nous parlons, nous expliquons, les gens ne viennent pas, allez apprendre en France. Comme ça, au moins, quand vous viendrez de la France, les gens vont vous respecter. Donc, aller apprendre ailleurs, ce n'est pas ça le problème. S'il y a des moyens qui peuvent vous permettre d'aller apprendre ailleurs, vous partez. Mais sinon, l'expertise locale peut aussi peut vous aider à apprendre cette théorie-là et cette pratique-là de la maîtrise des risques. Bien que vous n'êtes encore pas aussi nombreux, mais au moins, on peut croire que vous aidez les entreprises à s'organiser dans ce sens-là. Alors, vous avez dit l'autre fois que déjà au Congo, on vous a aussi entendu parler que chez nous, il n'y a aucun service, aucune entreprise, peut-être exception quelques banques, essaient d'appliquer la maîtrise des risques. Et vous pensez que les banques sont mieux organisées aujourd'hui que les services de l'État. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est la réalité que nous voyons sur le terrain. Quand vous avez affaire à une banque, vous demandez un document, dans un laps de temps, on vous l'envoie. Mais quand c'est une entreprise publique, il faut faire des suivis, beaucoup d'acrobaties pour avoir ces documents-là. Donc, c'est déjà des indices pour confirmer que l'organisation de ces entreprises ne valent pas la peine. Ça va de soi d'ailleurs. Alors, ça va de soi. Est-ce qu'il faut seulement la maîtrise des risques? C'est ces banques-là. Comment vous comparez les connaissances que vous avez acquises ailleurs à l'application qui est vécue aujourd'hui dans des banques? Non, c'est-à-dire les banques, ce que nous avons acquis, c'est ça. Il n'y a pas autre chose au-delà. Tout ce qui existe a été l'objet de notre apprentissage. Maintenant, les banques, comme on n'a pas de banques qui ont commencé à exister à partir du Congo, ce sont des banques qui viennent d'ailleurs. Et la banque est un domaine très strict et rigoureux. Donc, ils imposent cette rigueur de la maîtrise des risques à travers leurs agents. Peut-être qu'ils utilisent la maîtrise des risques autrement, c'est possible, mais au moins, les banques telles que nous les voyons, elles sont mieux organisées que nos entreprises publiques ou nos services publics. Voilà, nous tendons vers la fin. On peut comprendre que vous êtes bien disposés et vous avez ces connaissances qui peuvent aider les entreprises, les services même publics à s'organiser dans le domaine de la maîtrise des risques et de la transparence dans leur façon de gérer. C'est ça. Cette connaissance est disponible. Hein. On ne vend pas la connaissance. Elle est là. Si vous en avez besoin, venez, on met ce qu'on doit mettre à votre disposition. C'est déjà votre conclusion, oui. Oui. Maintenant, nous insistons que nous ne soyons pas les seuls à connaître. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui doivent vous connaître pour que nos services puissent bénéficier de cette expertise-là, qui est très nécessaire et qui va aider n'importe qui, même une société privée, une société étatique ou même des services étatiques, à améliorer le fonctionnement. Parce que tel que nous évoluons comme ça, mais il n'y a pas de services qui fonctionnent très bien et bien appréciés de tout le monde. Il y a toujours des critiques et des critiques. Mais quand tout s'organise bien, les services vont bien fonctionner et la mission qui est attendue par l'État, c'est-à-dire la mission que l'État a confiée à ce service-là, sera bien réalisée. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle ici que nous venons tous tout de suite là de sortir d'une conférence au cours de laquelle vous avez parlé de la maîtrise des risques et la transparence dans la gestion. Vraiment, merci. On attendra beaucoup de questions qui viendraient de vous, mesdames et messieurs, téléspectateurs. Posez à M. Bifuma, nous, à travers le numéro affiché au bas de votre écran. Vous pourrez également solliciter ces services ou sinon des orientations pour comprendre cette nouvelle notion, cette nouvelle façon et technique de gérer. Appelez et on vous orientera facilement. Merci vraiment d'avoir été là nombreux et on se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.